quand le jeune Giovanni Drogo, héros du désert des Tartares de Dino Buzzati, arrive pour la première fois au fort Bastiani, son premier réflexe est de fuir pour retrouver sa ville qu'il aime tant. Mais fasciné par le paysage et la vie de ce fort étrange, il y passera toute une existence, un peu malgré lui, dans l'attente d'un ennemi qui semble destiné à ne jamais attaquer, malgré les signaux que les uns et les autres pensent percevoir. Après de longues années, l'heure du combat sonne enfin, trop tard pour Drogo, désormais trop vieux et malade. Un jour, Alice décide de tout quitter pour suivre cet homme qui l'a séduite, qui l'éblouit, qui l'inquiète aussi. Vous écoutez Transfert épisode 192, un témoignage recueilli par Nina Pareja. En janvier 2019, j'habite à Bruxelles depuis 5 mois. Je rentre de Londres, je sors d'une, relation longue de 5 ans. Ça fait 6 mois que je suis séparée, j'arrive dans une ville que je connais pas. Bruxelles, j'y ai jamais vécu et je quitte Londres qui était une ville que j'adorais et je cherche un nouveau travail. Je vois quelqu'un depuis un petit moment, mais c'est un peu incertain. C'est charmant, mais je sens que voilà, ça prend pas la direction que j'ai envie, c'est pas assez, carré ou charismatique, ou enfin, il manque quelque chose. Donc en janvier 2019, je décide de retourner à mes premiers amours après, quelques mois de freelance et d'autres, travails. Donc je repars dans la mode. Je contacte une des créatrices, que j'aime beaucoup et j'obtiens un rendez-vous, une sorte d'entretien d'embauche, début février. J'y vais en Thalys, mais je rentre en covoiturage parce que je suis un peu fauchée. Donc je sélectionne une, voiture, sur l'application. J'ai toujours été attentive, aux chauffeurs, aux personnes avec qui j'allais partir en covoiturage, à choisir en fait, voiture, chauffeur et sentiment de sécurité. Et donc voilà, là je vois un gros 4x4, qui rentre à Bruxelles. Je vois que c'est un jeune homme et je vois on a à peu près le même âge, à 1 an près, Charles et moi, donc je book cette voiture, j'en parle avec une amie, on plaisante sur le fait que, on sait jamais de quoi, les rencontres sont faites et donc voilà, j'embarque dans ce Blablacar, j'ai une super énergie et ça s'est super bien passé donc je suis très heureuse. Ce garçon est absolument charmant, il fume dans sa voiture, la conversation est hyper fluide, il fait très beau et d'une chose et d'autre, on s'entend super bien et le soir même, j'ai un de mes proches qui organise, une exposition à Bruxelles et donc je l'invite au vernissage. Je lui dis: «Mais viens avec nous, ça va être hyper sympa, il y a des chouettes photos, ça te permettra de rencontrer du monde». Il m'explique que lui aussi est arrivé à Bruxelles, depuis peu et donc le soir même, ben, on se revoit à ce vernissage-là. Moi, je vais à ce vernissage accompagnée de la personne que je vois depuis, ces derniers mois et donc Charles vient et tout de suite, je sens un espèce de rapport de force. C'est-à-dire que c'est 2 hommes, aux complètes opposés. La personne que je vois est un Belge très doux, très grand, blond, de profession, plutôt dans le design et Charles, est à l'inverse, brun, typé, pas très grand, un peu rond, très intense, très extraverti. Donc le garçon que je vois, s'enfuit carrément et donc Charles reste toute la soirée. C'est une soirée avec un open bar donc très vite, tout le monde devient un peu jovial, l'alcool aidant, la fête devient un peu plus folle, on va dîner tous ensemble, à la fin du vernissage. Finalement, il me dit: «Mais viens, on continue à prendre un verre» et de fil en aiguille, on finit par passer la nuit ensemble. On discute jusqu'au petit matin, c'est charmant, il y a un côté, vif où, je fais quelque chose d'interdit, de mal, donc c'est très excitant et on continue à beaucoup boire. On finit par, se chamailler, il m'explique qu'il fait, de la boxe, mais comme des enfants qui joueraient ensemble, sauf qu'en fait, il me fait mal au nez et je prends pas dessus. Je me dis juste, voilà, nous avons beaucoup bu, et donc voilà, on passe la nuit ensemble. Le lendemain matin, il s'habille pour partir au travail. Donc costume, il est tout fier, de montrer son super costume. Moi, je prends mes affaires, je rentre chez moi un peu penaude et voilà, j'ai la gueule de bois, j'ai besoin d'éclaircir un peu mes idées. Je suis à l'aube de mes 30 ans, donc je vais bientôt partir en voyage avec ma famille. Donc je me dis: «Bon, bah, j'y verrai plus clair une fois que j'aurai pris de la distance». Et en fait, dès le lendemain, c'est très intense. C'est des messages, c'est, «Je suis dans ta rue, je suis dans ton quartier», donc on vit dans le même quartier. Il me dit qu'il est, agent immobilier. Comme il travaille à son compte, il a un emploi du temps qu'il fait lui-même. C'est, oui, assez charmant de se sentir désiré, de se sentir que quelqu'un vous fait la cour et en même temps, je temporise.
parce que, toujours avec cet autre garçon que je ne vois quasiment plus, à qui j'explique que j'ai besoin de temps et aussi, à Charles que j'ai aussi besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. Je coupe court un peu à toute communication et je pars, faire ce voyage, pour mes 30 ans. Là-bas, encore une fois, beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Ils respectent pas trop, la distance que j'essaye de prendre et à la fois, encore une fois, je trouve ça, très mignon, ce côté intense, ce côté début de relation un peu adolescente où on se parle tout le temps, où il y a beaucoup de flirt, beaucoup de désir. C'est assez amusant, surtout en sortant d'une relation longue où on n'a plus forcément, l'habitude de ces tout feu tout flamme des débuts, de relation. Sur la fin du séjour, je mets fin, à la relation avec, le garçon que je voyais et je décide de tenter ma chance, avec Charles. Quand je rentre, il m'annonce qu'il vient me chercher à l'aéroport, sauf que je rentre pas seule, je rentre avec une des personnes de ma famille à qui j'explique que, quelqu'un m'attend à l'aéroport et que s'il veut, il peut rentrer avec nous. Donc tout de suite, ça veut dire que ça mêle, ma famille, à cette rencontre qui s'est donc passée, littéralement 3 semaines auparavant. Ce que j'aime bien parce que je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement, qui n'a pas peur de rencontrer la famille». Bien souvent, c'est plus l'inverse et on a le enfin, j'avais le sentiment que justement, présenter quelqu'un à ma famille, c'était tout de suite, prendre beaucoup d'engagement. Après, j'ai aussi une grosse pression familiale, pour, rencontrer quelqu'un. Voilà, je viens d'avoir 30 ans, donc j'ai déjà, plusieurs personnes qui me disent, «À quand les enfants?» À savoir qu'à partir de 35 ans, c'est compliqué. Enfin, je vis déjà, une pression familiale quant à la rencontre de la bonne personne ou d'une personne pour faire des enfants. Et puis autour de moi, voilà, je vois mes amis qui commencent à se marier, à faire des enfants et je vis aussi moi ma rupture comme étant, un renoncement à un chemin de vie et où justement ma famille était très impliquée et donc c'est très important pour moi que mon conjoint soit quelqu'un, qui soit apprécié par ma famille. Donc même si c'est très rapide, je trouve que le fait que Charles prenne les devants et propose de lui-même de ramener cette personne de ma famille, chez lui, je trouve ça charmant et aussi plutôt de bon augure. Et donc là, on se met ensemble et c'est très intense parce que lui, travaillant à son compte, fait ses propres horaires. Moi, je travaille, en distanciel, je fais mon propre emploi du temps. Je vais en usine, quand j'en ai besoin et qui sont pas forcément ni en France ni en Belgique. Je fais des allers-retours, donc nos emplois du temps sont quand même assez libres et donc on se voit beaucoup. Il m'appelle, 12 fois par jour pour savoir, si j'ai mangé, si j'ai faim, qu'est-ce que je veux faire comme courses, si mes rendez-vous sont bien passés et encore une fois, charmant. J'étais pas du tout habituée à ça parce qu'avant j'étais avec une personne qui n'était pas disponible à cause de son travail. Donc j'avais plus l'habitude d'être, seule que d'être aussi entourée. Et donc on se voit quasiment tous les soirs, soit il est chez moi, soit je suis chez lui. Très rapidement, il rencontre, mes cousins, on fait des soirées ensemble. Donc il rentre dans mon cercle vite. Comme il vient d'arriver à Bruxelles, il n'a pas vraiment, de connexion et j'ai l'impression que c'est à moi aussi de l'introduire dans ma vie parce que j'ai l'impression que mon cercle est plus inscrit et plus présent que le sien. Je pense que je tombe amoureuse très vite, mais comme une fièvre. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de réfléchir. Je tombe amoureuse très vite, tout est très intense, le sexe est très intense, les sentiments sont très intenses. Il est présent partout. J'ai littéralement pas une heure seule. C'est empirique, c'est-à-dire que ça va monter très vite, en très, très peu de temps et on va être dans une fusion quasiment totale jusqu'à ne plus rien voir d'autre. Comme les journées sont très intenses et que les semaines aussi, la notion du temps et le fait qu'on travaille tous les 2 à notre compte, elle est pas diluée, mais quasiment. Puisque tout va vite, puisque c'est «je t'aime» rapidement, puisque c'est, «et si je venais habiter chez toi?» rapidement. Une nuit, son téléphone sonne, plein de fois, mais en plein milieu de la nuit et lui, ça le réveille pas et moi, ça me réveille. Donc le lendemain matin, je lui dis: «Oui, quelqu'un a appelé, il y avait une jeune femme. Je suis allée chercher ton téléphone, je l'ai éteint, parce que tu as reçu, de multiples appels». Et lui, prend pas du tout dessus, me dit: «Ah oui, c'est une amie, de fête, à Paris, avec qui on aime beaucoup sortir tard, elle devait être en after». Moi, ça m'étonne pas que voilà, ça soit quelqu'un de Paris qui lui téléphone, étant donné qu'il a grandi là-bas, qu'il est à Bruxelles depuis très peu de temps. Les peu d'amis dont il me parle, enfin les relations dont il me parle ce ne sont que des gens à Paris. Donc pour moi, que quelqu'un de Paris téléphone, en pleine nuit, et que ce soit une copine de fête, ça me paraît complètement normal, en fait. Dans cette relation très intense, je me rends rapidement compte qu'il y a beaucoup d'argent.
Dans les premiers jours, non et en fait, très vite, quand je vais rentrer du Mexique, je vais me rendre compte qu'on mange tout le temps dehors, midi et soir et pas n'importe où. Donc il adore, être flashy, donc on va dans des grands restos, on fait des bonnes tables. Il a toujours énormément de cash avec lui et je ne me pose pas de questions parce que ça m'étonne pas qu'il ait du cash. Il m'explique qu'il vient d'une grande famille, qu'il a touché un héritage et que, avec son travail, il me dit aussi qu'il fait de très bonnes com et fiscalement, c'est plus intéressant, surtout quand on voyage, d'avoir des coupures, plutôt que d'avoir une carte bleue. Que ce soit pour le déjeuner ou pour le dîner, il y a toujours de l'alcool, on célèbre la vie, c'est bonne chère, bon vin. Il y a jamais de limite. C'est-à-dire que c'est un entrée plat dessert plus une bouteille, voire 2, suivant le soir ou, la journée. Il y a toujours une bonne raison pour, célébrer la vie. Donc encore une fois, on est dans les excès. De la chair, du sexe, de l'amour, de l'alcool. C'est hyper vivant et moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de me sentir en vie. Je quitte une relation et l'Angleterre, parce que justement, j'étais en train de me rabougrir et ne plus avoir, vraiment, de sentiment de savoir qui j'étais et j'étais dans une relation avec un militaire et donc il y avait pas ce côté, vivant, bonne chère, que finalement je trouve, chez Charles, mais dans un extrême. Et je pense que j'ai terriblement besoin de me sentir en vie, de me sentir désirée et aussi de pouvoir, vivre, tous les caprices possibles. C'est-à-dire que l'argent permet, tout et comme là, il y en a à profusion, bah, on fait ce qu'on veut. On fait des séances de shopping, alors pas pour moi, pour lui, mais où encore une fois, où il y a pas de limite et aussi il y a des voitures de sport. Alors en fait, il faut savoir qu'il a plusieurs voitures à la fois. Donc ça va du 4x4, BMW dernier modèle avec toutes les options. Donc il faut savoir que je connais rien aux voitures. Je sais même pas quel genre d'essence on met, dans une voiture. Je ne conduis pas, je n'ai pas le permis. Donc c'est vraiment très, très, très loin de moi tout ça. À une Porsche, à une Bentley, il adore, voilà, il change de voiture toutes les semaines et moi, je ne me pose pas de questions. Je je vois juste les mouvements passer devant moi et en même temps, j'ai appris à pas poser de questions. C'est-à-dire que je viens d'un milieu où les hommes font ce qu'ils veulent et où bien souvent on sait pas trop ce qu'ils font comme métier et où en fait on pose pas de questions. C'est comme ça. Chacun a sa vie et puis aussi il y a un grand respect du jardin privé de la personne en face. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en couple ou qu'on est de la même famille qu'on doit tout savoir les uns sur les autres et donc je pose pas de questions et pareil aussi pour les montres, où je ne connais rien non plus aux montres et donc monsieur échange, vend des montres et encore une fois, moi je n'en pense rien, je ne connais pas le prix des montres et en plus ça ne me fascine pas du tout. Voilà, c'est aussi, comme tout dans les extrêmes, donc on fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Bruxelles. Il a un appartement de plus de 300 m², vers Odéon, donc encore une fois un truc un peu démentiel et donc on fait beaucoup d'allers-retours puis comme moi je bosse un peu à Paris, vu que mon bureau est là-bas et le reste du temps à Bruxelles. Ça m'arrange aussi beaucoup qu'il veuille bien faire des allers-retours avec moi. Puis lui, il m'explique que justement ses affaires sont entre Paris et Bruxelles et ça conduit très vite sur l'autoroute. Il faut savoir que, j'ai peur en voiture et là, je n'ai pas peur en voiture alors que c'est beaucoup, d'intensité. Donc plusieurs fois à Bruxelles, je l'emmène en soirée. Quand nous sommes avec dans un grand groupe, je me rends compte qu'ils s'entendent pas du tout, que la rencontre n'est pas facile, qu'il est très jugé parce que alors mes amis, c'est plus, art, culture, design, très propre sur soi, bien éduqué et lui, ses conversations, c'est plus, Paris Saint-Germain, voiture, montre, et beaucoup d'alcool et il a un comportement très excessif, il parle beaucoup, il dit des gros mots donc très rapidement, je me rends compte que c'est pas une bonne rencontre avec mes amis. Je me dis: «Bon, bah, voilà, mes amis sont un peu snobs. En fait, je m'en fous, c'est pas avec eux que je vais faire ma vie» et du coup, je choisis Charles et je prends la distance, et je me sens aussi excessivement jugée donc j'ai un peu honte. En même temps, je me dis: «J'ai rien à prouver à personne» et ce qui est important pour moi, c'est, d'avoir rencontré quelqu'un, de m'engager dans une relation. J'ai des œillères aussi complètes parce que j'ai mon meilleur, travail, tout ce que j'ai voulu. J'ai rencontré un garçon avec qui, l'arbre des possibles, semble, être absolument infini. Donc en fait, que mes nouveaux amis, puisqu'en plus c'est une ville où je viens d'arriver, ne s'entendent pas avec lui, est-ce bien grave? Même si ça me met mal à l'aise, je sais que c'est pas avec mes amis que je vais faire ma vie, donc je passe à autre chose. Un soir, je reçois des messages sur Instagram alors que mon compte est en privé et d'une jeune femme que je connais pas.
qui me dit: «Voilà, je pense que tu es la dernière victime de Charles. J'aimerais que tu fasses attention à toi. Tu as l'air d'être une personne plutôt sympathique. Je veux te prévenir, c'est un type dangereux, il est mythomane». Donc je vois ces messages, je les montre à Charles. Je lui dis: «Voilà, écoute, je reçois ça d'une personne que je connais ni d'Ève ni d'Adam et il serait bon de m'expliquer». Et lui me dit: «Voilà, écoute, elle est complètement folle, folle amoureuse de moi depuis des années, elle me harcèle, elle a même trouvé ma nouvelle adresse en Belgique, elle est venue jusqu'à chez moi, elle m'écrit des lettres, elle contacte les gens autour de moi, ne lui réponds surtout pas, c'est un cauchemar sur terre». Et donc il prend mon téléphone et c'est lui qui lui répond. Il lui laisse un message hyper vulgaire en venant de mon téléphone, une voice note sur Instagram en l'insultant, en lui disant: «Maintenant ça suffit, tu me laisses tranquille». Je suis un peu, choquée, quand, quant au ton de ce message, parce que je pense pas que ça soit nécessaire de parler aux personnes comme ça. Je dis surtout si cette fille est folle amoureuse de toi, il y a des façons de traiter les gens. Et en fait, il y a quelque chose comme prendre soin d'un enfant. Charles dit des gros mots, jette ses papiers par terre, insulte les gens, enfin il a tout pour être désagréable. Quand il se donne la peine d'être désagréable, il est vraiment désagréable. Et donc ce jour-là, il est vraiment odieux, sur ce message et je lui dis: «Mais je pense pas que ça soit une façon de traiter les gens». Et lui il me répond: «Mais de toute façon, je m'en fous des gens». Donc c'est un truc récurrent, il le dit souvent: «Mais moi j'emmerde les gens, je m'en fous des gens, je m'en fous des autres, je vis ma vie, peu importe le jugement des autres, je m'excuse pas d'être qui je suis en fait. Je suis moi comme je suis et advienne que pourra». Donc c'est très voilà, je vois ce message avec cette fille et encore une fois, j'en pense rien. Il y a quelque chose de très, maternel aussi, d'un peu d'ordre éducatif où, où il y a des fois je dis: «Bah non, on fait pas les choses comme ça, c'est pas possible». Et où je vois que lui, il a envie. Il y a un côté un peu enfant sauvage ou gosse pourri gâté qu'on a laissé grandir un peu tout seul, à qui finalement, j'ai envie d'aider à grandir et à aller plus vers le côté adulte que ado, et ça me plaît parce que c'est hyper libre et en même temps c'est très responsabilisant parce que ça me donne la place de l'adulte. Après ça, Charles m'explique qu'il est jaloux et que lui n'a pas de contact avec ses ex, donc il me parle souvent d'une de ses ex. Son prénom revient tout le temps. J'ai l'impression que c'est une espèce de grand drame, dans sa vie, la rupture avec cette jeune femme et donc il m'explique qu'il apprécierait que moi je coupe le contact avec mes ex et en fait, il supprime lui-même mon ex de mes réseaux sociaux. Mon ex, c'est pas quelqu'un avec qui on plaisante, ce n'est pas quelqu'un de drôle, donc en fait là, je signe avec un aller sans retour pour ne plus jamais avoir de contact avec mon ex, qui est quelqu'un, avec qui j'ai passé 5 ans et j'ai eu une relation, merveilleuse qui m'a énormément construit et aveuglée et par, ce côté aussi adolescent de on se promet, une espèce de fidélité, une espèce de il y avait personne avant, il y aura personne après, très intense et je suis quelqu'un d'intense aussi. Il y a là, j'y vais, je ne me pose pas de questions. Ça fait un mois qu'on se voit et un soir, il me dit: «Je vais aller prendre un truc à emporter, au bout de la rue» et il revient pas et donc j'attends. J'ai un rendu, assez important le lendemain, donc j'attends jusqu'au moment où, j'attends plus. Je vais me coucher, j'ai une de mes amies qui essaye de l'appeler. Il décroche pas au téléphone ni à moi, ni à mon amie, donc on et finalement, il finit par rentrer, ivre, sans nourriture et ses propos font pas vraiment de sens. Donc il m'explique: «Oui, c'était un traquenard, ils ont ouvert les bouteilles d'alcool, on a fait une dégustation, puis une chose allant en autre. J'ai pas vu le temps passer, mon téléphone en silencieux». Je lui exprime que voilà, j'étais hyper inquiète, qu'il faut pas faire ça et là, je commence à me dire qu'il doit avoir un problème avec l'alcool. Notre relation continue à avancer et ça doit faire 2 mois qu'on est ensemble et là, un soir, il me dit, voilà, je veux plus attendre, tu es la femme de ma vie, je voudrais faire un enfant avec toi, je suis prêt, j'ai tout pour qu'on soit heureux. Regarde, j'ai l'appartement à Paris, l'appartement à Bruxelles, tout cet argent, on pourra faire ce qu'on veut, et et moi, je trouve ça charmant. Donc je réfléchis pas et je suis juste heureuse. Je suis juste heureuse parce que je m'étais toujours dit qu'à 30 ans, je ferais un enfant, parce que je pensais qu'avec mon ex, bon, on serait mariés et en train de faire un enfant à ce moment-là. Et puis j'ai aussi cette pression, familiale de
il faut faire un bébé vite, vite, vite avant que ça soit trop tard, il faut rencontrer la personne, parce que déjà 30 ans, parce que, après pour la carrière c'est compliqué et donc c'est un grand tic dans la liste des choses à faire dans la vie. On en parle à 2-3 amis. J'ai une amie qui me dit, «Peut-être il faudrait faire la théorie des 4 saisons». Vivre 4 saisons avec lui et déjà voir, si on tient 4 saisons. Je me vois bien avec un enfant, même si, c'est pas très, construit, là où je vais, vu que je vis entre 2 pays et moi qui suis fille unique, j'ai toujours eu envie d'une famille, j'ai toujours eu envie de ouais, de construire ça et puis, ma meilleure amie est enceinte à ce moment-là, donc l'idée me plaît. Voilà, donc, en même temps, il y a des moments où je sais pas si je peux, vraiment, m'engager avec cet homme-là dans l'aventure d'un enfant parce qu'il y a des soirs où il répond pas au téléphone, il y a une soirée où on devait se retrouver et j'ai pas eu de nouvelles et on habite pas très loin, donc je suis passée chez lui et en fait, la clé, ça n'ouvrait pas la porte, donc c'est qu'il était à l'intérieur de chez lui. Pas de réponse au téléphone. Comme il boit de l'alcool, est-ce qu'il a fait un coma? Est-ce que ça va? Est-ce que j'appelle, les pompiers? Il y a tous ces appels, ce peu d'espace pour moi avoir le temps de réfléchir et en même temps, il y a des rendez-vous non honorés, des changements de programme à dernière minute, et cet alcool constant et il y a des moments où je me demande même si, le matin, il est pas saoul quand j'ai au téléphone déjà à 11 heures du matin. À chaque fois, c'est: «Mais c'est avec des clients, c'est parce que j'ai célébré une bonne vente». Il y a toujours une bonne raison. Donc je me dis, faire un enfant, idée charmante, mais peut-être pas avec n'importe qui. Un soir, il m'explique, toujours autour de beaucoup d'alcool, qu'il a fait de la prison. Douche froide et à la fois, je lui demande, pourquoi il a fait de la prison et il m'explique qu'il a fait de la prison, pour alcool au volant après de nombreuses, arrestations pour avoir, conduit en état d'ébriété, sur des vitesses, excessives. Je sais pas trop quoi en penser. Donc quand il m'explique ça, il y a un côté, partage de secrets lourds, grosse confiance, il pleure, il y a un côté, révélation. En fait, c'est un peu, un drame. On est dans un drame absolu et c'est surtout la peur que je le quitte parce qu'il a fait de la prison et moi, ça me touche qu'il ose, s'ouvrir à moi et à la fois, j'ai jamais été avec personne qui a fait de la prison donc c'est effrayant, mais le côté, je t'avoue que j'ai fait quelque chose de très mal qui m'a conduit jusqu'à la prison. Il y a un côté privilège de savoir ce genre de choses. Je pense qu'on a tous des choses à se reprocher. Voilà et à ce moment-là, je suis aussi très amoureuse et je pense que ça vient renforcer encore plus le sentiment, amoureux puisque je me dis, «Bon, maintenant on s'est tout dit». Heu, Lui, il connaît toute ma vie. Moi maintenant, même les zones d'ombre, jusqu'à la prison, je la connais. Si c'est que pour de l'alcool au volant, ça me confirme aussi qu'il y a quand même, cette notion d'alcool qui est là depuis un moment. Heu, chacun a ses squelettes dans le placard et j'ai les miens et je me dis, «OK, moi c'est finalement, pas un problème pour moi» et j'en parle à mes proches et pareil, sans en parler à ma mère parce que c'est hors de question d'en parler à ma mère. J'en parle à mes proches et tout le monde me dit: «Bah, alcool au volant, écoute, si c'est ça, c'est pas très grave». Et il a un décès dans sa famille, d'une personne qu'il a quasiment, élevée et je comprends très vite que pour lui, la famille, c'est un sujet, particulier. Lui, il a l'air d'avoir grandi, beaucoup avec ses grands-parents, d'où lui vient, sa fortune et la personne qui est décédée est de la génération de ses grands-parents et une de ces personnes qui l'a accompagné, toute son enfance et j'ai sa mère au téléphone, puisqu'il fait des FaceTime, audio avec sa mère, de temps en temps et elle me dit merci, elle me remercie d'être dans la vie de Charles. Elle me dit qu'elle le sent plus apaisé, qu'il y a quelque chose d'un peu plus mature, que c'est très agréable et qu'elle espère pouvoir me rencontrer et donc là, l'enterrement, va se passer au Sables d'Olonne. Il m'explique qu'il aimerait bien que je vienne avec lui. Donc là, c'est aussi, c'est à moi de rencontrer son clan à lui. Je n'ai pas l'enterrement avec lui et je ne rencontre pas ses parents. Encore une fois, il y a une bonne excuse, finalement, ça le fait pas, c'est pas com c'est trop compliqué et puis c'est un enterrement donc moi, on n'est pas ensemble depuis longtemps. Aller à un enterrement avec lui, enterrement égale, souffrance, tristesse, besoin d'être qu'en intime. Je ne connaissais pas cette personne, donc je le laisse aller au Sables d'Olonne, seul
et on se dit que je rencontrerai, sa famille, à une autre occasion. Un peu de temps après, à Paris, je rencontre, un de ses amis. Loïc est un garçon, charmant, sur le moment, je me rends compte qu'il est connu, donc le directeur du bar vient de nous voir en nous disant, «Charles, ce soir, j'aimerais que tu te tiennes» et lui répond, «Ben, je suis amoureux, maintenant, j'ai changé, ma vie est différente», et moi, je trouve ça mignon. Donc je rencontre, cet ami Loïc, on passe une soirée, très sympa. Et on rentre à Bruxelles et quelque temps plus tard, ce Loïc me téléphone et là il m'explique, «Mais où es-tu? Je vous attends», et je lui dis: «Mais je suis à Bruxelles, que se passe-t-il?» Et je me fais insulter et comme quoi je suis, une mytho, que je suis, une putain de dingue comme Charles, qu'on s'est bien trouvés, qu'on est cinglés tous les 2. Donc je comprends pas du tout ce qui se passe et surtout j'ai pas le temps de répondre, que la personne en face raccroche et donc du coup je rappelle, j'envoie des textos en expliquant que je ne sais pas ce qui se passe, que j'ai besoin de comprendre, que j'entends que cette personne est fort fâchée, mais que moi je sais pas du tout ce qui se passe en fait. Moi je suis en train de travailler, je suis à Bruxelles et je ne sais pas pourquoi cette personne m'attend. Et donc il finit par me rappeler, il m'explique qu'il faut que je prenne du temps, qu'il va me raconter, qui est Charles et que je ne sais pas qui est Charles et qu'en fait, finalement je suis quelqu'un de bien qui s'est fait prendre au piège, par un mythomane et donc là, en fait, j'apprends que, Charles ne trahit pas, du tout. Que oui, il est héritier, qu'il a énormément d'argent, mais qu'en fait, il a pas besoin de travailler, donc il fait rien de ses journées, à part, faire des paris de sport, vendre des montres, changer des voitures, qu'il a en fait jamais travaillé de sa vie, à part, 15 jours dans l'immobilier où il a fait n'importe quoi avec ce Loïc justement, qui le connaît depuis ce moment-là. Et surtout qu'il voit plein d'autres filles en fait, qu'il m'a déjà, bien trompée, qu'il est sur, toutes les apps, possibles et imaginables à Paris et à Bruxelles et qu'en fait, il faut que je me sorte de là le plus rapidement possible parce que, lui pensait que j'étais, complètement, au courant de absolument tout ça. En fait, Loïc m'a téléphoné, parce que on était censés être en chemin depuis la soirée d'avant pour aller chez lui. Il avait cuisiné avec, sa compagne pour nous et Charles, en fait, leur avait envoyé des photos de son sac de voyage, de lui en train de conduire, et leur avait dit qu'il était sur le chemin. Or, le soir d'avant, on faisait un dîner chez moi avec des amis à moi et jamais j'ai été mise au courant qu'on était censé aller dîner chez Loïc à Paris. Je me rends compte qu'il ment à ses proches, il m'a menti à moi sur toute la longue et qu'en plus de ça, il emmène ses mensonges au-delà de l'entendement. C'est-à-dire que c'est une espèce de jeu de manipulation parce qu'il n'a jamais été une seule seconde question qu'il aille à Paris. Et donc Loïc me dit: «Voilà, sache que tu es, la bonne personne pour qu'il veut faire un enfant avec toi, parce que ça présente bien, parce que ça fera bien sur le papier et devant tout le monde, dans son milieu, à lui aussi. Mais qu'à côté de ça, il continue, à se taper, des jeunes femmes, sur les réseaux, enfin sur les applications et que, moi je fais juste, bonne figure et que c'est un bon investissement». Du coup, j'appelle Charles, qui s'énerve, qui raccroche, qui dément, qui aussi pète les plombs en me demandant pourquoi, je me suis mêlée à ça, chose, que je lui explique, c'est que moi je me suis mêlée à rien en fait. On est venu me chercher et on m'a raconté tout ça et donc je lui propose qu'on se voit pour en parler et voilà et le soir même, je vais à un événement de travail dans une vente aux enchères donc je lui dis: «Bah, on peut se retrouver après». Il va trouver l'adresse, de la vente aux enchères où je travaille. Il va arriver ivre. Sauf que si on ne connaît pas, bien, Charles, on peut prendre ça pour, quelqu'un avec une certaine gouaille, et des manières, peu élégantes. Sauf que moi, je sais qu'il est saoul, en fait. Je passe une soirée en enfer. C'est-à-dire qu'il va enchérir sur des objets, je sais qu'il les achètera pas, qu'il fait juste ça pour me mettre mal, en fait. Je suis en train de payer la conversation que j'ai eue avec son ami et quand, je sors de cette soirée, j'ai les copains qui me disent: «Mais viens prendre un verre, on est dans tel endroit». Il vient avec moi et là, mes copains sont aussi en pleine forme. J'ai deux trois copains qui sont assez bons vivants aussi, donc
On s'engraine à prendre des verres, moi j'ai pas du tout d'énergie. Je suis fatiguée, la soirée m'a saoulée. Clairement, j'ai juste envie que ça s'arrête et donc il renverse des verres, il est odieux avec les voisins d'à côté, il a un côté un peu bagarreur et provocatif. Donc j'en peux plus. J'ai un ami qui me dit: «Ramène-le chez lui, écoute, il est saoul». Charles insiste pour rentrer quand même en voiture et là, on part en voiture. Il démarre en trombe devant le bar et 600 mètres ou 500 mètres plus loin, on se fait arrêter par la police. Il me dit: «Écoute, explique-leur que tu vas me larguer, que je viens de vivre un décès, il faut absolument que tu me sortes de là, je peux pas, retourner en prison, s'il te plaît, appelle mon avocat». Donc là, je me retrouve avec la police, il doit être 1 heure du matin, en talons, en robe du soir, avec ce bolide, cette espèce de mec en face de moi et je me dis: «Mais là, je prends de la distance». C'est-à-dire que la situation est tellement à dormir debout que je me dis: «Mais tu fais n'importe quoi. Genre, réveille-toi». J'explique à la police: «Bah, voilà, je vais le quitter. En effet, il a eu un décès. Monsieur va pas très bien en ce moment». Et puis je pars, en fait. Tout ce qui vient de se passer ces 2 derniers mois, cette jolie bulle intense d'amour, de délire adolescent, de plus, elle explose parce que ça va trop loin. Parce que là, on est en plein milieu de la nuit, je suis avec la police, suffisamment peu loin du bar où on était pour que tous mes amis sachent que là, je suis avec la police. Et en fait, je me vois moi et la police me dit: «Mais mademoiselle, pourquoi c'est pas vous qui conduisez? Vous êtes pas en état d'ivresse, puis vous avez l'air d'être plutôt quelqu'un de responsable». Et heu et en fait, ça vient me sonner complètement. Enfin, je me dis: «Là, Alice, il faut vraiment que tu te prennes en main, en fait. C'est plus possible». Donc je rentre et j'éteins mon téléphone. J'ai appelé son avocat avant d'aller me coucher, que j'ai réveillé, qui m'a dit qu'elle pouvait rien faire et surtout elle me dit: «Bah, je vous rappellerai demain». Donc le lendemain matin, j'ouvre mon téléphone, plus d'une trentaine d'appels en absence, des messages et puis un message pour me dire que, finalement, il est rentré chez lui, il n'a pas passé la nuit au poste et j'ai son avocate parisienne qui m'appelle. Et là, elle m'explique, qu'elle suit, Charles depuis qu'il a 15 ans, depuis qu'il a hérité de cette fortune colossale, où elle pense qu'un jour il y en aura plus de fortune, vu la façon dont il la délapide. Qu'en effet, c'est quelqu'un de très intense et de très touchant, qu'elle, elle l'a suivi jusqu'à ce qu'il rentre dans le pénal et qu'à partir du moment où il était dans le pénal, bah, elle a pas pu continuer à le suivre et qu'en fait, ça allait trop loin, qu'elle a récupéré les parents, des dizaines de fois au bout, qu'elle a vu le père et la mère pleurer plein de fois et qu'elle-même a fini par pleurer, qu'il a fallu le chercher en prison, que oui, il a fait de la prison et que, bah, j'ai l'air d'être quelqu'un de bien et qu'il faut que je m'éloigne de ce garçon parce qu'il va tout me prendre et rien me laisser et qu'elle, elle voulait plus aider Charles et elle me confirme qu'il a un gros problème avec l'alcool. Charles est donc alcoolique. En fait, je me demande comment j'ai fait pour aller si loin. Pourquoi j'ai eu besoin d'aller si loin? Qu'est-ce que je suis allée chercher? Parce que je suis quelqu'un qui tire des enseignements de tout ce que je vis. Et donc là, en fait, la prise de distance, elle est énorme. D'un coup, je mets tous les éléments les uns à côté des autres et je me rends compte que c'est absolument n'importe quoi du début à la fin. Et je m'en veux beaucoup, j'ai terriblement honte, je ne sais pas à qui en parler. Je me sens très, 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 très seule et puis, idiote, complètement idiote. Et je sais pas quoi faire, en fait. Et j'ai quitté ce garçon, adorable, hyper gentil, pour cette espèce d'histoire complètement folle et je m'en veux et je sais pas quoi faire. Et le problème, c'est que, oui, on n'arrête pas d'aimer les gens, du jour au lendemain. Et puis, il y a aussi ce syndrome de: «Bah, je pourrais peut-être l'aider. Peut-être que moi, je vais être la personne qui va changer la vie de cette personne». Et puis je me dis, il y a aussi une pathologie derrière. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se fasse suivre parce que je suis pas sûre qu'il ait une bonne prise sur le réel, en fait. Je me demande comment est articulée sa pensée et j'ose croire que lui aussi, il y a une partie de lui qui m'aime vraiment. Je me dis que peut-être je pourrais l'aider, peut-être je peux le sauver, peut-être que moi je peux lui recommander des gens, pour qu'il aille mieux. Donc je laisse passer un peu de temps et je lui donne rendez-vous, dans une, place publique. S'il y a bien un truc que j'ai appris dans la vie, c'est que toute discussion importante ou break-up doit se passer dans un espace public. Et il y a des explications un peu floues, et en même temps, il me dit qu'il m'aime, qu'il va changer, qu'il va prendre rendez-vous, avec un spécialiste, des addictions et plus spécifiquement de l'alcool, qu'il est prêt à prendre des médicaments, qu'il va aller voir un psy, qui tient, follement à moi et qu'en effet, il a changé, qu'il a envie de construire et que maintenant qu'il sait que je sais tous ses mensonges, finalement, il y a plus rien à découvrir et donc on se remet ensemble, malgré tout.
Il y a le Tour de France de vélo à Bruxelles et sa meilleure amie vient passer le week-end. Il m'explique, voilà, on va passer le week-end tous les 2, peut-être qu'on arrivera à se croiser en fonction des emplois du temps des uns et des autres. Donc on se voit avant qu'elle arrive, en sachant qu'on s'est remis ensemble sans s'être remis ensemble. Je suis quand même, sur la réserve, et je vois comment les choses se passent. On passe, le début de la nuit ensemble et vers 1 heure du matin, il me dit: «Il faut que je parte, parce qu'elle arrive», donc je le laisse partir et donc je reçois des appels, des petits messages, des photos, mais on ne se voit pas du week-end. La semaine suivante, on est à Paris, il fait un temps sublime, c'est Pâques, donc on est très en vacances. Ça se passe merveilleusement bien, je rencontre un autre de ses copains, on se balade le nez au vent, il y a pas trop d'alcool, pas d'excès, c'est hyper agréable, je sens qu'il a envie de changer et qu'il prend les choses en main. Donc je me dis: «Mais en fait, pourquoi pas? Ça pourrait être, ça va peut-être pouvoir, marcher». Et finalement, on rentre à Bruxelles et on reprend les mauvaises habitudes très rapidement, beaucoup d'alcool, des soirées jusqu'à tard encore, et ces espèces de monologues où il est en boucle sur un sujet, et plus il y a d'alcool et plus c'est comme ça et en fait, moins c'est intéressant et plus je tourne en rond. Et du coup, l'idée germe qu'il faudrait que je contacte, la meilleure amie pour savoir, elle, ce qu'elle en pense et comme elle connaît le personnage depuis aussi très longtemps, s'il lui a parlé de moi, enfin, si elle sent des changements ou quoi que ce soit. Donc je contacte cette jeune femme, via Instagram et on prend un café à Paris. Et en fait, elle m'apprend qu'elle est pas du tout sa meilleure amie, mais son plan cul. Et qu'en fait, ils couchent ensemble depuis qu'ils ont 15 ans et que c'est comme ça et qu'ils sont amis sans être amis, en fait. Et que le soir où on s'est retrouvés, il a eu des rapports sexuels avec elle. Et donc là, on se raconte toutes les pires frasques qu'il a pu faire. Moi, en fait, finalement, très peu. Et elle, voilà, elle me fait un peu un compte rendu de 15 années, d'effroi et en fait, je comprends pas ce que cette jeune femme fait encore là. Et surtout, je me rends compte de l'emprise qu'il peut avoir sur les gens et je demande à cette fille aussi si elle connaît la jeune femme qui m'a contactée sur Instagram. Elle me répond que oui, qu'en effet, cette fille a été très amoureuse, de Charles. Et en fait, là, je me dis: «Bon, il faut que je me dégoûte de cette histoire. Il faut que ça s'arrête». Il y a un côté hyper addictif. Là, il y a eu l'explosion des mensonges. Il y a eu la police. Maintenant, il y a cette jeune femme qui t'explique qu'en gros, il y a des rapports sexuels avec toi, puis juste après avec elle. À quel moment je vais réussir à m'extraire de ce truc? Tout en sachant que tout ce que je vis là, je ne le raconte à personne parce que j'en ai terriblement honte. Et donc je me dis quand même: «Bon, bah, là, on arrête et on prend de la distance». Du coup, je contacte aussi l'autre jeune femme. Je me dis: «Tant qu'à faire, autant y aller à fond». Je rencontre l'autre jeune femme qui me raconte elle aussi toutes les frasques et qui en fait, elle aussi me dit: «Bah, il fait ça avec moi depuis hyper longtemps». Mais il y en a plein. Si on enlève cette histoire, ce sont des filles, somme toute, très normales, comme moi. C'est des jeunes femmes avec un beau début de carrière, des familles sympathiques, plutôt bourgeoises, éduquées, et qui sont se retrouvées dans un truc où on est une espèce d'englué, de pas savoir se débarrasser, de cette relation. Et en fait, la dernière jeune femme que je rencontre m'explique qu'elle a une application sur Instagram qui lui permet de voir toutes les nouvelles personnes qu'il ajoute. Et que du coup, elle a fait de sa mission de contacter toutes les jeunes femmes qu'il ajoute pour leur dire qu'il est dangereux. Je me rends compte qu'il y a déjà des nanas qui se sont posées des questions, qui savent que le comportement est dangereux et en même temps, elle essaye de le voir quand même. Donc c'est hyper pernicieux et pervers. C'est-à-dire qu'il y a un truc où on sait que la personne est malsaine et en même temps, le voir quand même, tout en essayant. Donc je me dis: «C'est quand même sale». C'est-à-dire que les 2 me décrivent un personnage qui est pervers et en même temps, les 2 n'arrivent pas à en sortir. Et encore une fois, je me dis: «Mais Alice, prends les enseignements et extirpe-toi de ce truc». Enfin, c'est où est ton jugement, quoi? Enfin, de ton bon sens? Donc là, on se voit pas, il y a de la distance qui est prise et puis je lui explique, moi, je veux juste récupérer mes affaires et en fait, je veux passer à autre chose, quoi. Sauf que 10 jours plus tard, je me rends compte que je suis enceinte et là, mon monde s'arrête. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de quitter cet homme, de rentrer dans une espèce de phase de désintox où il y a pas de réponse aux messages, où il faut que je sois hyper disciplinée avec moi-même, où, je dois me focus sur mon travail et finalement, en fait, je suis enceinte et il est complètement, impossible pour moi d'imaginer de faire un enfant avec cet homme-là parce que je sais qu'un enfant, c'est signé avec 30 ans de vie avec quelqu'un, quand bien même on n'est pas ensemble et en même temps, c'est ni la personne que je suis parce que moi, j'ai viens d'une relation, extraconjugale où ma mère a fait un choix de me garder.
et donc ça vient me chercher sur les fondements même de ma personne. Ça mêle beaucoup de choses, donc il y a énormément de tristesse, beaucoup de solitude parce que je sais pas à qui en parler. J'ai pas un cercle suffisamment intime pour pouvoir, raconter tout ça à quelqu'un. À ma mère, c'est juste impensable. À mes amis d'Angleterre, encore moins. Je viens de faire une erreur colossale qui, dans le milieu dans lequel je viens, est inacceptable, inracontable, de l'ordre de oui, de donc je suis juste face à moi-même et il faut que je prenne une décision et c'est pas une décision que je veux prendre seule. Donc du coup, je l'appelle, je lui explique et comme tout est toujours, absolument là où je ne l'attends pas, il est ravi. Donc c'est pour expliquer un peu le degré de folie. Donc on n'est plus ensemble, il m'a menti, on a fait la police, enfin et il est encore complètement dans la désillusion, enfin le aucune prise au réel. Donc là, il me dit: «Ah mais c'est génial, mais il faut absolument que tu le gardes, ça va être fantastique, on a des parents incroyables». Et je lui dis: «Mais pas du tout. Enfin, on va pas être des parents incroyables, on va pas du tout être ensemble et en fait, je t'informe, je t'informe, je ne te demande pas ton avis, juste j'estime que voilà, je t'informe». Donc on se retrouve, pour discuter. On va au rendez-vous, pour savoir, à quel point je suis enceinte et moi innocemment, jamais avorté de ma vie, je pensais que c'était, le truc le plus simple à faire du monde et en fait, j'apprends que c'est pas simple du tout, qu'il y a des listes d'attente, qu'en plus, moi alors j'ai un régime, j'ai pas encore de papiers, de résidence, enfin donc j'ai pas de numéro de sécu, je j'appelle les hôpitaux, il faut attendre au moins 3 semaines, on vous demande de passer des tests psychologiques, on vous demande d'attendre 3 semaines ou 15 jours pour savoir si vous prenez vraiment votre bonne décision et donc c'est déjà ça je trouve ça hyper dur et donc on va, finalement, je trouve une clinique privée qui peut bien me prendre pour une échographie et moi je m'étais toujours dit que le jour où je ferais une échographie, ça serait un moment vous voyez, c'est un truc un peu cheesy, c'est on le fera ensemble, ce sera pour avoir un enfant, ce sera un truc désiré et finalement, là, c'est pas du tout ça. Donc on va avoir ce truc et là, je tombe sur un médecin complètement délirant et le mec me dit: «Oh, vous êtes un couple génial, vous allez faire des parents merveilleux, ça va être hyper rock'n'roll». Et en fait, moi, j'explique: «Mais moi, j'ai pas du tout envie de garder cet enfant, enfin, je veux pas». Et heu et donc le mec nous lâche comme ça dans la nature en disant: «Réfléchissez bien quand même». Alors Charles, lui, il est aux anges. Hem, il est hyper content, donc encore une fois, il est là avec sa liasse de billets, il paye, le médecin, cash. Hem, on va prendre un verre, il est 14h, je prends un thé vert, lui prend un whisky et je lui dis: en fait, il je veux pas le garder et je ferai pas d'enfant avec toi, en fait». Et en même temps, ça me fait un mal de chien, quoi. Enfin, c'est et donc il me dit: «Bah, écoute, moi, je vais rentrer chez moi, je vais me reposer, il faut que je réfléchisse un peu, mais on se retrouve ce soir pour dîner». Et en fait, j'aurais plus de nouvelles, heu, plus de nouvelles du tout. Et donc j'avais rencontré une fille, anglaise, adorable. Je prends mon téléphone, cette fille, je la connaissais littéralement depuis 2 mois et je lui dis: «Bah, viens me voir parce qu'en fait, ça va pas du tout». Donc elle reste avec moi, pendant plusieurs jours. Elle vient habiter chez moi et on discute, nuit et jour. Comme elle dit, autant qu'il faudra. Et puis, vient l'avortement. Je crois que c'est une dizaine de jours plus tard et donc pas de nouvelles et donc du coup, heu, ça va pas, mais j'avance, je fais mon travail et je vois quand même ma famille, tout ça. Et puis, le jour d'avant l'avortement, j'apprends que ça va me coûter 700 €. Je les ai pas et surtout qu'on va me faire une anesthésie générale et en fait, moi, j'ai peur de mourir et je m'étais jamais posé toutes ces questions et heu et donc en fait, ma famille voit que ça va pas et donc finalement, j'en parle quand même un peu et puis du coup, j'ai un de mes cousins qui me dit: «Bah, je vais t'accompagner et puis je vais te payer ça et tu me le rembourseras ou pas, on s'en fout». Et donc le jour où on arrive, donc je lui ai quand même envoyé, les horaires de de l'opération et tout ça et et le jour où on arrive, en fait, il est devant la clinique. Donc je suis hyper surprise et donc il m'attendra dans la salle d'attente et on sortira de ça, ensemble, mais c'est quand même moi qui aurais tout payé et après ça, en fait, c'est fini. Enfin, c'est fini, je veux plus. Donc je passe un été, particulièrement, seule et confuse et il se passe, pas mal de choses, entre, la honte,
la colère, l'incompréhension aussi. Encore une fois, pourquoi j'ai eu besoin d'aller aussi loin? Hem, Pourquoi je me suis mise dans cette situation? Pourquoi j'ai flirté avec le danger, avec la mort, avec la vie? Il y a plein de choses qui se mélangent et ouais, surtout aussi beaucoup de solitude parce que je sais pas à qui en parler, parce que ma meilleure amie vient d'accoucher d'un enfant. Donc c'est au total opposite de ce que moi j'ai vécu. Je finis quand même par le dire à ma mère que j'ai avorté et que j'ai besoin de temps. Je regrette pas du tout d'avoir avorté. Je sais que j'ai pris la meilleure des décisions, je sais que je veux pas faire des enfants avec un homme, comme lui. Je sais que c'est une responsabilité à 2 et qu'on peut pas mettre un enfant, dans la vie de quelqu'un qui va aussi mal. Donc on aura des échanges de quelques messages, pendant l'été, mais je sais qu'il faut pas y retourner, il faut pas prendre de nouvelles et il y a cette envie de jouer avec le feu. Mais je pense elle est en train elle n'a fait que diminuer depuis la conversation avec Loïc où je me rends compte il est mythomane, puis celle avec sa meilleure amie, puis la police, puis tout ça, je sais qu'il faut pas y retourner. Donc en septembre, on finit par se revoir pour qu'il me rende mes affaires et je récupère mes affaires, il arrive, il est, super habillé, parfumé, nouveaux souliers, et je le reçois en fait dans le vestibule de mon immeuble et moi je reste d'un côté de la porte et lui il est dans le vestibule au milieu. Je lui demande de déposer le sac, là, par l'interphone et il me regarde avec un sourire, il me dit: «Mais on va pas déjeuner ensemble?» et heu et je lui dis: «Non» et je récupère mes affaires. J'attends qu'il soit parti, je récupère mon sac et je le reverrai jamais. Donc j'ai plus de nouvelles et tant mieux. Et 6 mois plus tard, vers la date où j'aurais pu accoucher, je reçois un mail avec, la bague de fiançailles d'une fille en me disant qu'il a rencontré quelqu'un et aussi en me disant qu'on aurait pu être parents à ce moment-là. Et donc je lui expliquerai que c'est très inadéquat d'aller me chercher là-dessus et aussi que si jamais un jour dans ma vie je le recroise, je ferai comme si on s'était jamais rencontrés et que je savais pas qui c'était. Parce que c'est la pire personne que j'ai rencontrée de ma vie. Cette histoire, c'est du passé. Ça m'aura appris, beaucoup de choses sur moi, sur, ma gestion de l'humain et aussi, de prendre plus mon temps, de savoir que les gens ne sont pas forcément ce qu'ils paraissent être et aussi, j'ai appris à me méfier de moi-même et maintenant je suis dans une relation hyper saine avec quelqu'un de très gentil et j'étais plutôt quelqu'un avant qui justement, faisait confiance à un peu n'importe qui et tout le monde, parce que je crois que c'était la beauté de la vie et je pense que la maturité aussi, c'est de perdre cette innocence, de croire que tout le monde il est gentil, parce que c'est pas vrai. Je travaille dans le développement durable maintenant et j'ai envie d'avoir des enfants. Après, quel monde on va leur laisser, c'est un peu la grande question. Mais, oui, j'ai toujours envie de fonder une famille et de pouvoir élever, un petit être, et voir, comment on peut faire un humain, décent. Forcément, il y a des relents de cette histoire sans que ça soit, la relation avec Charles. C'est plus, le corps, avoir déjà avorté. Il y a des questions qui forcément, vont avec ça. C'est aussi, je lui en veux d'une certaine manière de m'avoir volé ma première grossesse, parce qu'il y a un truc hyper, fantasmé. Mais ça, c'est du plateau TV Disney, quoi. Enfin, c'est encore une fois, c'est une version du réel qui est pas le réel et si, je deviendrais maman, je pense que tout ça s'efface et ça prendra beaucoup moins de place. Puis c'est comme tout avec le temps, les choses prennent moins de place. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 192, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.
Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, montage et réalisation, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.